Chers amis auditeurs, bonsoir. J'ai le grand plaisir d'animer ce plateau Radio Tokyo avec Félicie Le Dragon. Félicie, merci d'être à mes côtés ce soir. Merci à toi. Et pour interviewer notre invité, Simon Johannin. Bonsoir. Donc Simon, comment dire ? Tu ne sais peut-être pas que je suis un grand pourfendeur d'étiquettes. Donc, je ne vais pas dire Simon Johannin est romancier, poète ou poète et romancier, parce que tu es bien plus que tout cela, et c'est ce qui nous intéresse de savoir. Simon, ma première question est, dans quel univers baignes-tu ? Voilà. Ça dépend des jours, j'ai envie de dire. J'ai un peu un pied ici et un pied là-bas. Là-bas étant l'espace invisible ou les forces avec lesquelles j'ai l'intention ou l'impression de travailler de temps en temps se manifestent. Et des fois, je me fais bouffer. Mais voilà, je suis un peu entre les deux, quoi. Mais de plus en plus, je tends quand même à m'ancrer dans la réalité qu'on partage en ce moment et à pas trop partir ailleurs. Voilà. Mais je suis sur des ponts. Entre les deux, est-ce que la vie et la mort, ça a un lien ? Oui, bah c'est un lien. Avec quoi ça n'a pas un lien, la vie et la mort, j'ai envie de te dire. Bien sûr. Bien sûr. C'est juste que c'est des étapes. Et l'écriture ou la création, d'une manière générale, me permet d'avoir une approche ou une relation avec ces événements de l'existence qui est peut-être plus privilégiée qu'ailleurs, parce que j'ai le temps d'y penser, d'y réfléchir et de les poétiser, tout simplement. De les poétiser, j'adore ça. En fait, il y a toujours... J'avoue une chose, je n'ai pas lu tes livres, mais j'ai lu tous tes recueils. Ouais. Et il y a des... Comme pourrait écrire Félicie, quelques punchlines bien acérés dans ses posts LinkedIn, tes poèmes sont aussi des punchlines qui restent, qui marquent les esprits. Il y a vraiment cette idée avec la poésie de rester à l'os, à l'essentiel des choses et de pas à la différence avec des formes plus narratives où c'est pas que c'est moins honnête, mais en tout cas c'est plus dilué, quoi. Avec la poésie, il y a vraiment ce truc où effectivement moi en tout cas c'est ce que j'aime faire, que ce soit incisif et que ce qui reste soit là une fois que je ne puisse plus rien enlever, quoi. Je suis vraiment à l'essentiel des choses et si j'enlève le moindre article ou le moindre mot, après tout se casse la gueule, et donc j'essaie d'arriver à ce stade-là de vraiment être dans quelque chose de très comme un précipité ou une essence, quoi. Il y a un peu cette idée-là de concentrer les choses très fort en très peu de mots, ouais. Moi, dans ce que j'ai lu, il y a deux choses. À l'os, on est d'accord. C'est exactement la même chose. C'est ce que j'ai ressenti. Et au-delà de ce que j'ai ressenti, c'est ce qui reste une fois qu'on referme le livre. Il y a plein de gens où tu as plein d'apparats et tu peux lire plein de choses. Tu peux lire 200 pages, tu refermes et il n'en reste strictement rien. Toi, on lit 2 pages, on referme et en fait, c'est une ouverture sur tellement de choses, sur un imaginaire, sur l'intime. On parlait de l'intime on parlait de Boris. Ça remue les choses, ça fait bouger les choses. Et toi enfin, vous avez tous les deux attaqué, mais tellement vite et tellement fort en fait sur le cœur du sujet. Tu dis la vie et la mort, et en te lisant, bien évidemment, il y a cette notion de mort qui est hyper prégnante. En revanche, je la vois comme la mort du tarot de Marseille, qui est la ville qui vous unit, et cette lame qui est souvent mal interprétée. Et la mort que tu évoques, pour moi, en fait, c'est le champ de tous les possibles et de tout ce qui reste, en fait. Oui, tout à fait. C'est vraiment comme un principe de commencement des choses. Il y a un peu cette idée-là, effectivement. Je vois le lien que tu fais avec la 13e arcane. Il y a vraiment ce truc. Moi, c'est une carte que j'aime bien symboliquement. Je suis pas très féru d'astrologie, mais j'aime bien les symboles et effectivement ce qu'elle représente, malgré son aspect un peu culturellement effrayant pour pas mal de gens. Moi, c'est vraiment cette idée
faut faucher pour que ça pousse, hein, tout simplement, quoi. Et pour revenir sur ce que tu disais sur le sentiment qu'on a parfois de lire beaucoup pour ne retenir pas grand-chose, moi, quand j'écris, j'ai un peu ce principe de si je m'adresse à quelqu'un qui va me lire potentiellement, il faut que ce soit vraiment intéressant, au moins pour moi et j'espère pour lui. Et donc, j'essaye vraiment de concentrer, d'écrire aussi en fonction des temporalités dans lesquelles on vit. Je pense que les formes d'écriture bougent aussi parce que on est avec des moments de concentration, des taux de concentration qui sont plus faibles. Peut-être qu'à une certaine époque, on a un rapport au temps qui est différent et du coup, c'est plein de choses comme ça qui, je pense, influencent les manières d'écrire, en tout cas la mienne. Et donc, oui, c'est ce qui participe de la synthèse que forment parfois les poèmes. Ouais. Est-ce que écrire, quelque part, te ramène sur Terre? Je sais pas, je suis assez ancré, hein. Je pense que écrire, c'est vraiment faire des ponts depuis ici avec ailleurs. Et c'est un truc une vision que je partage avec plein de gens, hein. Ça paraît un peu facile dit comme ça, mais il y a vraiment ce truc où par l'écriture on peut se mettre en connexion avec des choses qui sont différentes et beaucoup plus larges. Des paysages, des fantômes, des personnages, des sensations, des souvenirs. En tout cas, c'est assez ambivalent parce que j'ai vraiment la sensation quand j'écris à certains moments, alors que je suis tout seul, d'être vraiment en conversation avec le monde et puis des fois avec des espaces ou des cosmogonies, des ciels qui sont beaucoup plus vastes que moi. Et donc moi, je suis vraiment, je me dilue complètement dans tout ça et il y a un peu cet état d'indifférencié qui peut s'installer parfois, de porosité vraiment l'univers. Donc à la fois par exemple quand j'écris de la poésie comme ça m'arrive de temps en temps au milieu de la nature, donc évidemment que ça participe d'un processus de pleine présence et en même temps ça m'envoie complètement ailleurs, quoi. Qu'est-ce que tu as gardé ou qu'est-ce que tu as emmené de ton enfance? Quand tu étais enfant, est-ce que tu écrivais? Alors non, enfin adolescent, oui, j'ai un petit peu écrit, un petit peu touché à ça, mais c'est plus le rapport au temps et le rapport à la nature. J'ai vraiment grandi en milieu rural et déconnecté des technologies, donc j'avais pas de télévision, il n'y avait pas d'internet. Il y avait encore des saisons, un peu plus que maintenant. Donc il y avait vraiment cette empreinte cyclique d'ennui aussi très fort, et donc de nécessité de l'imagination. J'étais très peu diverti, et donc il fallait inventer des choses. Et donc je pense que c'est ça qui m'a vraiment forgé en tant que praticien de l'écriture, quoi. Il y a aussi dans la temporalité que demande l'écriture. C'est ça que j'ai gardé, un rapport aux animaux très puissant aussi, très fort dans la relation et dans le symbole. C'est toujours des choses qui me fascinent. Les bêtes me fascinent, quelles qu'elles soient, surtout les chiens. J'adore les chiens. Et maintenant je suis devenu un spécimen urbain, mais c'est des choses qui peuvent me manquer, ou en tout cas qui m'appellent quand je suis en contact en ville. Enfin, c'est des contacts que je vais chercher. Donc je pense que c'est ça, hein, c'est vraiment la présence de la nature, une attention à ça et au vivant d'une manière générale. Au vivant dans le sens animé et inanimé, quoi. Et Pierre, c'est vivant aussi, et je peux y prêter beaucoup d'attention, mais assez paradoxalement, tout ce qui m'accompagne de l'enfance et tout ce avec quoi je ne vis plus au quotidien maintenant, mais que j'ai vécu déjà. Donc j'ai besoin d'expérimenter autre chose pour l'instant. Peut-être que j'y reviendrai plus tard, mais c'est vraiment la présence de la nature et de ses forces, quoi. Ouais, ouais. Et en parlant alors tu évoques la porosité, qui est un terme que j'aime beaucoup, mais la porosité amène aussi à cette idée de saturation. Et qu'est-ce qui te sature, en fait? Le bruit assez vite. J'ai besoin de calme, j'ai besoin de beaucoup de calme, et le silence me sature aussi à certains moments. C'est-à-dire que je passe mon temps à faire entrer le monde en moi par tous les trous que j'ai, de la boue, de la bouche, des oreilles, du nez, des yeux, d'essayer de me remplir. Donc
des fois mes vides sont trop pleins de tout ça, et des fois je suis saturé de moi-même aussi. Je suis saturé de mes idées, de mon mental qui me parasite. Il y a plein de choses, hein. C'est assez difficile de pas être saturé. Mais en tout cas, quand je suis en état de porosité tel que je le décrivais tout à l'heure, c'est une circulation qui s'installe. Et donc du coup, à partir du moment où ça circule et que ça va, ça bien, qu'il n'y a pas de c'est pas que dans un sens et que je renvoie ce que je reçois, et etc. C'est pas, là c'est fluide, ça se passe bien, quoi. Mais c'est vrai que la plupart du temps je suis comme tout le monde, hein. Je suis trop plein de tout, quoi. Je suis trop plein d'informations toxiques, je suis trop plein de fantasmes, je suis trop plein de tentations, de désirs de consommation, de plein de choses qui sont au final peut-être assez superficielles, mais avec lesquelles on se doit de vivre et de se débattre parce que c'est le monde dans lequel on existe, quoi. D'expérience Ouais, aussi. ouais, des fois je peux être trop plein d'expériences, mais ça c'est plus dans la manière où je vais être confronté à l'autre, et où des fois la somme des choses vécues peut venir faire front et rattraper. Mais enfin, j'évite de devenir jugeant avec ça, de l'expérience au fond. C'est les leçons qu'on en tire et le chemin qu'on fait chacun, mais on peut être assez vierge d'expérience et être hyper éveillé à plein de choses, quoi. Donc voilà, je pense il y a quelques années, j'étais peut-être un peu plus prétentieux avec ça, et maintenant j'ai reçu les petites leçons qui m'ont fait comprendre que fallait toujours un peu fermer sa gueule devant l'autre et essayer de l'écouter, parce qu'il y a toujours quelque chose d'intéressant s'il est en face de nous, quoi. Alors j'ai lu dans la presse ou quelque part que tu es l'avenir de la poésie, et je crois que c'est ton agente qui l'a écrit. Ouais, c'est son boulot, j'ai envie de te dire, de dire ce genre de choses. Mais je suis vraiment d'accord avec elle. Ouais, dans le sens où tu réconcilies quelque part avec la poésie, où tu ouvres la voie à la poésie. En tout cas, ce que je peux te dire là-dessus, c'est que j'ai la sensation qu'on est quelques-uns à faire un taf dans ce sens-là en ce moment, dont des personnes que j'admire beaucoup. Je sais pas, Laura Vasquez, Jean d'Amérique, Victor Malzac, Gorge Bataille. Il y a toute une scène comme ça de vingtenaires, trentenaires, entre 25 et 35 ans, où on a tous débarqué à peu près en même temps, avec des nouvelles manières de faire qui nous ressemblent, qui sont très différentes les unes des autres. Il y a quand même une communauté qui s'installe, une complicité, mais avec vraiment des singularités très marquées, et en même temps on se capte. Et donc j'aime beaucoup, je suis très fier d'exercer en tant que poète aux côtés de ces personnes-là. Voilà, il y a un côté un peu troubadour, quoi, un peu chacun, en plus on lit, toutes et tous, on a un peu ce truc d'aller présenter oralement, de retrouver une oralité aussi dans la poésie, de la partager comme ça. Et donc oui, mais j'ai l'impression que c'est comme, enfin, ça devait arriver à ce moment-là, quoi. Il y a un truc qui a surgi un peu singulièrement, puis collectivement, et puis après il y a un marché qui s'est développé avec ça, donc il y a d'autres choses qui se passent plus ou moins intéressantes, mais c'est assez heureux dans l'ensemble. Mais pourquoi c'est arrivé là, en tout cas avec une empreinte, j'ai l'impression beaucoup plus accessible et populaire, et dans le sens où il y a une demande. C'est ça que je sens qui était peut-être pas là les 15-20 dernières années, ou avant ça, quoi, où ça a toujours existé, mais on était dans des circuits d'adeptes plus voilà, comme une confrérie, quoi, quelque chose d'un peu plus en circuit fermé, qui a fait naître des très belles choses. Mais j'ai l'impression que maintenant il y a un besoin plus général de la part de tout un chacun d'être en contact avec voilà, une poétique, un rapport poétique au monde, quoi. Moi, je sens dans les retours de lecteurs que j'ai qu'il y a une nécessité. C'est pas juste parce que c'est beau, c'est parce qu'à un moment donné, il y a la possibilité de trouver en mots des expériences spirituelles, des deuils, des mémoires, des doutes, et puis voilà, il y a des gens qui prennent ça en charge, mais il y a une vraie nécessité, quoi. On se retrouve effectivement dans tes mots, oui. Tu trouves ? Oui, je trouve. Oui. Bon, bah, ça me fait plaisir. Alors moi, je suis pas ton agente. En revanche,
je me suis posé une question. Je suis très nostalgique. J'ai l'âge d'être ta maman, clairement. Et Je pense que tu m'aurais quand même assez jeune, je pense. Donc, dans ma nostalgie, je me suis dit, et cette question-là, je me la suis posée, ça fait quelques années que je me la pose, je me dis, mais que restera-t-il du 21e siècle ? Boris et moi, on a connu le 20e siècle, il y a des auteurs qu'on aime, il y a des univers, et ça fait quelques années, je me dis, mais que retiendra-t-on du 21e siècle ? Et je pense qu'on te retiendra du 21e siècle. Si les siècles existent encore, ça me ferait plaisir. Mais moi, j'aime bien penser de me dire qu'on est dans les années 20, comme on était dans les années 20 il y a 100 ans, et qu'il y a une émulsion particulière dans laquelle effectivement j'agis parce que je suis de cette époque. Mais voilà, quelque chose d'effervescent qui est en train de se passer aussi, peut-être dû à des états de crise ou de contextes internationaux qui excitent les sens créatifs. Quand tout va bien, pas de raison de faire grand chose, hein, quelque part. En tout cas, on est plus occupé à se dépenser autrement. Mais là, effectivement, je pense qu'il y a quelque chose où il y a comment dire, ça fait sens pour moi de faire ce travail-là maintenant. Ouais. Je sais pas trop comment l'expliquer. J'ai toujours voulu être artiste et très franchement voulu être artiste pendant longtemps parce que ça me paraissait être cool, pour le dire de manière très simple. Enfant, je voyais ça autour de moi. Enfin, c'était exaltant, mais je cernais pas trop la fonction qui est la mienne aujourd'hui et en quoi elle est nécessaire si elle est bien faite, quoi, de vraiment de construire des archétypes sur lesquels on puisse trouver des représentations, évoluer avec, ouvrir des portes, enfin voilà, décharger aussi tout un tas de pensées, de poches négatives collectives qui sont là, qui planent autour, et puis voilà, on peut arriver suivant où on est amené à agir, à percer un peu l'abcès et à créer des contacts vertueux avec ces espaces, ces énergies-là. Et donc moi, ce que je me dis, c'est que si ça marche au présent, c'est déjà très bien. Après, s'il reste quelque chose, je serais plus là pour le voir. Donc pour mon ego de maintenant, c'est cool d'y penser, mais en vérité, je sais pas trop, quoi. Alors je peux témoigner. Je peux témoigner du bienfait de tes mots. En 2022, tu as écrit pour la première édition de Réflexivité du festival pour l'exposition de Céline Croze. Oui. Tu ne connaissais pas Céline Croze. Tu ne la connais toujours pas, peut-être. Non, on a échangé, mais on s'est jamais rencontrés. Ouais. Voilà. Et je t'avais montré une sélection des photographies de l'exposition de Céline. Lorsqu'on a découvert ton texte, Céline et moi, on a été bluffés totalement. C'était absolument fou, puisque c'était comme si tu t'étais retrouvé dans ce quartier d'Athènes, à Diexodo, avec elle au même moment. Oui. Il y avait une symbiose entre ton texte et les photos qui était absolument incroyable. Et pour moi, c'est juste le travail d'un magicien. Ouais, ça avait bien marché. J'ai vraiment plongé dans... Mais parce que c'est une magicienne aussi, hein, c'est pour ça. Aussi, c'est vrai. C'est pour ça, c'est qu'il y avait une puissance dans ces images qui m'ont tout de suite embarqué et qui était, enfin, où je pouvais pas passer à côté de la gravité de ce qu'elle proposait, pas la gravité dans un sens triste ou délirant. Bien sûr que c'était pas foncièrement joyeux comme travail, mais en fait c'est au-delà de ces mots-là, c'est-à-dire qu'il y avait une densité de présence et d'humanité et en même temps de magie, je sais pas comment dire, mais oui, il y avait vraiment de ça, et qui pour moi en plus les espaces avec lesquels elle a travaillé et dont elle a reçu des choses au moment où elle était et qu'elle a su transmettre, c'est vraiment des espaces où oui, c'est magique, enfin pas dans le sens merveilleux, mais dans le sens ça touche à la magie des choses, ouais, parce qu'on est dans des formes de survie, de violence, en même temps d'expression de soi et ouais, et puis elle met vraiment, ça se sent dans ces images, quoi. Et donc moi je l'ai tout de suite, comme c'est un langage que
je connais en fait intuitivement. J'ai réussi à comprendre et à. C'était pas une traduction, mais c'était plus depuis l'autre rive du fleuve, quoi. Elle était d'un côté, moi j'étais de l'autre. On a vu la même mot, et puis j'ai mis mes mots, elle a mis ses images, et grâce à ces images, j'ai pu mettre des mots. Et c'était ta vision aussi. Ouais, complètement. Et donc je peux témoigner que les visiteurs ont été scotchés, bluffés, tout comme moi, en restant devant ton texte, à le lire et le relire, en faisant le tour des expositions, puis à revenir sur celle de Céline pour à nouveau relire ton texte, voire même à s'asseoir par terre pour peut-être juste le regarder. Parce qu'en plus, pour la scéno, c'est Céline qui avait écrit la main son texte sur le mur. Donc c'était vraiment un moment incroyable pour tous. Donc merci. Ouais. Merci de lui avoir donné cette place-là. Je pense que c'est vraiment génial de l'avoir accroché quelque part. Au même titre que les images. C'est quelque chose pour lequel je milite, d'accrocher les textes et de les regarder comme des images et de les mettre en contact avec des images. Je trouve que moi, ça m'aide en tout cas à mieux rentrer dans un univers visuel et à traiter aussi le texte comme image, de lui donner une valeur d'image, de le regarder comme une image. Donc ouais, c'est super. C'est ce que l'on fait pour chaque exposition. Ouais. Et à chaque fois, oui, ça. Je vais dire un mot que j'aime pas, ça fonctionne. Ouais. Voilà. Des fois, ça marche, c'est comme ça. Félicie. Oui, alors écoute, moi j'ai lu le texte, donc forcément je ne peux qu'abonder dans votre sens à tous les deux. Et quand je disais, tu resteras dans du 21e siècle, parce qu'en fait, je trouve que tu as cette intelligence de la perception. Mais d'une perception globale. J'ai l'impression que tu pourrais écrire de la musique, que tu pourrais réaliser des films, juste parce que je reviens à ton terme de porosité, et je pense que tu arrives en fait à saisir l'air du temps, et qu'on a besoin de ça aujourd'hui, parce que comme tu le dis, on est quand même malgré tout dans une période qui est un peu troublée, où on a besoin de repères. Toi, tu crées ces repères. Et comment est-ce que ça s'inscrit finalement dans ton quotidien d'écriture ? Est-ce que tu as un rituel d'écriture ? Comment est-ce que l'écriture comment est-ce qu'elle te prend ? Ça dépend. J'ai pas vraiment de rituel. Mon rituel d'écriture, c'est la lecture. Ça, c'est ce qui est vraiment là au quotidien, ou quasiment tous les jours. Ça fait partie vraiment du travail, quoi. Mon travail d'écrivain, c'est avant tout un travail de lecteur et de connaissance de la littérature, et peu importe d'où elle vienne, pourvu qu'elle soit de qualité. Et ensuite, l'écriture, elle se manifeste au moment où je commence à avoir vraiment capté un monde duquel j'ai envie de parler, ou duquel il est nécessaire de parler. Et là, ça dépend vraiment des projets. Il y a des projets qui sont très directs. La poésie, c'est généralement très instantané. Je suis en train de vivre un instant, et peu importe d'ailleurs où je suis. Je peux être nu sur un rocher, je peux être au fond d'un rade, je peux être dans un train, et puis il y a quelque chose qui se passe qui fait que je commence à écrire des poèmes. Et là, voilà, ça dure jusqu'à ce que ça s'arrête. Donc c'est une question d'énergie, un peu comme une activité physique. Au bout d'un moment, on fatigue du corps, ou en tout cas, on a eu la stimulation d'endorphine nécessaire. Et là, il y a un peu cette chose-là aussi qui vient. Donc il y a une forme de fulgurance qui s'installe, et donc je l'écoute. Si je suis pas débile, parce que des fois, j'ai pas l'intelligence de l'écouter, ou je suis diverti par autre chose, ou j'ai pas envie de travailler, et donc j'écris à ce moment-là. Et donc généralement, c'est même pour le roman, ça au début ça surgit, c'est toujours quelque part, ou alors j'accumule des choses que je vois, que je trouve nécessaires et belles, et donc je prends des notes, je rentre comme ça, puis au bout d'un moment je comprends de quoi ça parle, donc je commence à m'y mettre. Ensuite, c'est du travail de revient. Le rituel, il est plus dans le fait de revenir sur le texte, le retravailler, trouver sa forme finale.
Et là, on passe par plein d'étapes. D'abord, c'est des carnets, ensuite c'est l'ordinateur. Moi, c'est assez plastique ma manière de travailler, donc ensuite j'imprime tous les textes pour faire le recueil. Quand j'ai un ensemble, j'accroche tout sur les murs, je les bouge pour les positionner les uns par rapport aux autres, pour voir les tensions, les rapports de force entre eux, les répétitions, etc. Et petit à petit, voilà, il y a un ensemble qui se forme comme ça. Mais j'ai besoin. Alors même si j'ai une routine qui, avec les années, c'est ancré de plus en plus, j'ai besoin de décaler un peu les rituels à chaque fois pour trouver des nouvelles manières de faire. Parce que le danger pour moi, c'est d'être dans quelque chose de trop confortable. À partir du moment où ça devient confortable, c'est plus très intéressant pour moi et dans ce que je peux donner à lire, quoi. Donc c'est aussi un travail d'editing, comme en photographie. Ouais, bien sûr. Ouais, même particulièrement pour les poèmes, en plus, où il y a vraiment tout un jeu de rythmique, de mise en page, où je m'attache avant de lire le texte, est-ce que visuellement, l'assemblage des mots sur la page, les blancs, ça me plaît? Est-ce que ça donne le sentiment, la sensation que je veux donner dans le texte? Est-ce qu'on peut ressentir ça par l'agencement typographique au premier abord? Et puis c'est voilà, d'arriver à coller vraiment les deux, tout en respectant une musicalité aussi. Donc voilà, il y a vraiment ce travail-là, ouais. Alors Félicie disait pourquoi pas réaliser un film Oui, pourquoi pas, Simon. J'adorerais vraiment. Là, c'est assez marrant parce que le deuxième roman, Nino, aujourd'hui, c'était le dernier jour de tournage du long métrage de l'adaptation. Et j'ai pu passer sur le tournage là de Laurent Michaelis il y a quelques temps déjà. Et alors vraiment, je savais que c'était un univers qui me fascinait, mais là, c'était assez évident, ouais. Donc après, c'est plus une histoire de barrière psychologique, je pense, d'arriver à s'autoriser à écrire pour le cinéma. C'est d'autres techniques. Je suis très instinctif. J'ai pas un univers qui est très scénarisé. Donc, transmettre ça en images, mais j'ai plein d'idées. Là, c'est vraiment quelque chose qui m'appelle très fort. Ouais. Le théâtre aussi, l'espace du plateau comme vortex, comme espace comme autre espace-temps, ou comme on peut faire advenir et réfléchir les choses différemment aussi. Ça m'appelle. Surtout que là, je viens de sortir un 6e livre, le 7e qui est juste avec moi là, imprimé. C'est des poèmes, je pourrais vous en lire un ou deux si vous voulez. Et j'ai besoin de m'ouvrir à d'autres univers, à d'autres manières de faire. J'ai fait pas mal de scènes ces dernières années, aussi en travaillant avec des musiciennes, des musiciens. C'était super aussi d'être en contact avec des artistes compétents dans des domaines que je ne connais pas et d'apprendre d'eux, de les voir à l'œuvre à cet endroit-là. Parce qu'après, avec la littérature, la poésie, on lit, on écrit, et puis au bout d'un moment, on devient fou. Et donc, c'est fou vraiment. Voilà, j'ai besoin de découvrir des choses, ouais. Moi, j'aimerais bien que tu nous lises un texte. Bah écoutez, oui, avec plaisir. Je vais mettre la main dans le sac au hasard, puis on va voir ce qui sort. Je crois que ça fait sens avec ce qu'on disait tout à l'heure. Je bois à leur mémoire le luxe d'un parapluie, le coton d'une chemise aux initiales brodées de satin. Je les imagine rire ensemble dans le grand bain de lumière que doit être la mort de ceux qui ont vécu. Je vais vous en lire un deuxième. Tu vomissais des millions de mondes, la bouche ouverte vers ce néant où tombait ta colère, tu vomissais la paix et la rage et les scénettes d'une histoire atrophiée de chagrin, d'un seul et même mouvement. L'oiseau pris au plafond d'un ciel où les dieux pleurent de ne pouvoir aller contre la mort de ceux qui les prient. Je n'ai choisi aucun des rêves que tu me tendais. Un livre dans une main, ce qui fut un jour un soleil dans l'autre. J'ai tourné mon pas sur autre chose que ce qu'il reste des cendres, si pauvre est ma langue quand elle brûle, misérable, on ne peut faire advenir en nommant. Paille de verbe bouchant le nez, s'étouffant d'une passion déjà morte demain, si la couleur a changé, si les enfants tapissent leurs couches sous la barbe des pères effrayés pour leur vie, si le vol des oiseaux verts s'élance encore le soir en direction du sud, c'est que les restes de cette ville sont des ruines habitables. Merci beaucoup. Voilà. Très touchant. Nous sommes des privilégiés, Félicie. Tout à fait. Comme vous pouvez le constater, on ne se refait pas trop dans les thématiques. Voilà, c'est toujours
toujours un peu la même chose, mais qui se décale petit à petit. J'essaie de faire évoluer le regard, de le faire grandir, de capter des choses. Tout à l'heure, je parlais des poètes avec lesquels je canaille, pour inventer un verbe, dont Jean d'Amérique. Je trouve que Jean, ça fait partie de ces très grands poètes d'aujourd'hui où sa capacité de perception du monde est vraiment gigantesque, quoi. Et donc j'ai l'impression, quand il regarde le ciel, moi je le vois à un certain étage et puis il va le voir beaucoup plus haut, et donc j'essaie de faire pousser un peu mon plafond comme ça. Et avec ce recueil en préparation, voilà, il y a des choses comme ça qui sont un petit peu plus un peu pousser les murs et puis prendre un peu plus de détails, quoi, affiner un peu les visions. Je sais pas trop comment poser ma question entre la poésie et le roman. Comment est-ce que il n'y a pas de choix, j'imagine? Comment est-ce que cela s'oriente? À quel moment tu décides d'écrire un roman, d'écrire un recueil? Le roman, j'ai besoin de vivre des choses, vraiment. Comme mes personnages sont tous des personnages jumeaux, je peux pas avancer dans la vie, ils peuvent pas avancer dans la vie plus vite que moi, quoi. Donc j'ai besoin vraiment, là, mon dernier roman c'était 2019, là je reviens en 2024. Il y a eu le dialogue qui était un peu une forme entre les deux, mais je peux revenir maintenant parce que j'ai changé d'état. Voilà, j'ai fait les métamorphoses qui font que je peux revenir à un roman avec un langage nouveau, une manière d'écrire qui est nouvelle, et puis la traduction de pensées, d'expériences, de questions qui sont nouvelles. La poésie, elle a quelque chose de plus vif, et puis le roman, il y a une forme de marathon dans l'écriture. À partir du moment où je sais que je suis dans l'écriture d'un roman, je m'y attelle vraiment. Il y a un travail de fond comme ça qui est très très important, parce que sinon on perd la musique qu'on veut installer. Et la poésie, elle vient se glisser dans des interstices de l'existence comme ça. Et le recueil, il se forme sur le tas. Au bout d'un moment, je me rends compte que j'ai une période de texte qui suit la précédente et précède la suivante, quoi. Donc voilà, faut que je fasse le livre avec. Et il y a l'idée aussi de pas faire des livres trop gros, que ça reste accessible dans le prix, dans la lecture. Enfin, j'ai vraiment une volonté pas d'éducation, mais d'éveil. Voilà, et ça c'est un truc qui me touche beaucoup, quand ça m'arrive assez souvent d'avoir des personnes qui me témoignent d'être venues ou d'être revenues à la lecture par mes textes. Voilà, j'ai envie de créer des univers assez accueillants dans les textes et dans la forme dans laquelle ils se présentent, quoi. Donc de veiller à ça, de pas assommer par la quantité. Et donc ce qui fait que les recueils de poèmes, il y a un rythme qui peut être plus un peu plus dense, quoi. Quoique. Mais, donc pour moi c'est à la fois lié, parce qu'en même temps il y a une empreinte poétique dans mes romans, et puis il peut y avoir des traces de narration dans les poèmes, mais c'est plutôt essayer de quand je veux traiter des questions, de les prendre par une autre facette, quoi. Et quand voilà, si on est vraiment intéressé et qu'on a l'ensemble, on capte une sorte de monde qui se dessine, quoi. Mais des fois ça m'aide aussi à... Alors c'est intéressant parce que le premier recueil, nous sommes maintenant nos êtres chers, je l'ai écrit après 2 romans, et c'était une manière pour moi d'enlever tous les artifices du roman pour dire, en fait, ça vient vraiment de moi. Je suis pas en train de vous raconter une histoire qui est sympa, qui est embarquante, et alors oui, il y a tout ça dans le roman, mais d'un coup j'avais besoin d'enlever tout cet artifice de la fiction et de me rappeler, de resignifier un rapport d'intimité profond à ce que j'écris, quoi. Et ensuite, je suis reparti de la poésie, puisque j'ai continué par la poésie pour revenir à un roman où peut-être là, c'est plus l'idée de remettre un voile de pudeur sur les choses et de les distancier légèrement par la fiction, même si en fait, il ne s'agit que à peu de choses près de mon regard et de mes expériences, mais en tout cas, voilà, je peux le livrer autrement, et puis c'est une forme plus populaire aussi. Donc c'est sympa de raconter une histoire. Et est-ce que tes photos
elle se rapproche plus de la poésie ou plus du roman? Ah, t'es cash, Félicie. Personne ne sait que Simon fait de la photo. En tout cas, Simon a un Instagram. Ouais, Je ne spoil rien du tout. Je l'ai déjà évoqué en vérité, d'écrire et de travailler à partir d'images ou de composer des poèmes comme si je travaillais des photos. Donc voilà, je suis prêt à assumer plus en avance ce travail. Pour l'instant, comment dire, il y a une histoire qui se dessine avec mes photos quand même, les photos et les vidéos, parce que c'est souvent les mêmes personnes qui reviennent dedans, et donc c'est aussi des états de relation qui sont signifiés par ça. Il y a des images que j'ai où il y a des mots qui s'insèrent parce que des fois je fais des captures d'écran sur mon téléphone d'images que je vois ou qu'on m'envoie, et puis un message arrive au même moment, et puis en fait l'image se compose comme ça, et le sens qui s'en dégage devient tout à coup assez limpide, et c'est assez troublant comment les choses se manifestent au moment où il le faut alors que ça ne dure qu'un instant. Je découvre ça, mais j'imagine que c'est le travail de tous les jours des photographes. Mais donc oui, et en même temps j'ai beaucoup écrit à partir d'images aussi. Je l'ai fait pour Céline et pour d'autres photographes, mais je le fais aussi à partir de mes propres images. Mon premier roman, L'été des charognes, était issu d'une série de photos. Initialement, j'essaie de travailler là comme jeune étudiant en art que j'étais, maladroit, d'essayer de trouver des signifiants, des tensions entre le texte et l'image, comment je pouvais essayer de développer tout ça. Et puis le texte s'est autonomisé très vite, et donc j'ai mis ça de côté pour vivre l'aventure que j'avais à vivre avec les livres, mais ça a toujours été là. Et donc pour l'instant je sais pas trop, mais je vais tâcher de travailler pour vous répondre. Non, il y a pas. C'est comme toi. Non, mais ça m'intéresse, quoi. Ouais, c'est comme toi. Non, mais c'est pour ça. On sent quand on te lit, en fait. Alors, je sais pas si c'est moi. Enfin, oui, si, peut-être parce que je suis très visuelle. Mais il y a des images qui surgissent. Oui. Et donc, l'idée, c'est est-ce que je vois les mêmes choses que toi, ou est-ce que la construction s'est faite à partir d'autres choses, à partir d'autres univers, etc. Donc. Ça dépend vraiment. Après, c'est ça qui je trouvais magique avec le mot, avec le verbe, c'est que moi je vois une chose, je tente de la traduire, c'est déjà un échec. Et puis la manière dont vous le percevez par rapport à ce que moi j'ai vu, c'est différent, et en même temps on se comprend. Et donc c'est ça qui est fou, et qui me trouble toujours. C'est-à-dire que même la manière dont ça va résonner avec des mondes intérieurs ou des souvenirs de certaines personnes. Et donc voilà, sur des faits sur lesquels moi je suis complètement aveugle, mais en même temps voilà, je l'ai dit, en tout cas pour la personne qui le reçoit. Et donc voilà, c'est nourri plein de choses, mais c'est pareil avec la musique, hein, je pourrais dire, je suis très nourri de musique quand j'écris, et il y a plein de sons qui viennent se faufiler, et soit de manière explicite, soit vraiment dans les rythmes qui peuvent imposer à l'écriture. Donc c'est pour moi c'est le jeu des arts d'une manière générale, quoi. C'est très si ça dialogue pas, c'est un peu dommage. Le premier texte que j'ai lu de toi était dans un post Instagram, ouais, d'un photographe qui s'appelle Théo Giacometti, ouais, que tu connais bien, je crois. Ouais, Théo, oui, qui m'a pris en photo quelques fois, effectivement. Qui est de Marseille aussi. Exactement, ouais. Ouais, et Théo, ça fait partie de ces personnes où, sans se connaître trop, il y a une complicité, parce que il y a une compréhension mutuelle de l'univers. Alors il a son expertise, j'ai la mienne, mais voilà, c'est ça qui est bien aussi dans ce milieu, d'avoir ce côté un peu confrérie secrète. On se croise, on se connaît, mais on se sait parce qu'on a des fréquences communes, quoi. Et ça, c'est quand même super sympa. Il y a la semaine dernière, je suis très mauvais avec les dates, mais j'étais à la première de Walk, le spectacle de Virginie Despentes au Théâtre du Nord à Lille, parce que j'avais des copains qui jouaient dedans. Et puis là, c'était assez fou. Je suis venu avec un autre ami, Martin Dust, du Cabaret de Poussière. Si vous ne connaissez pas le Cabaret de Poussière, allez-y. C'est vraiment le repère on parlait tout à l'heure pour moi, le Cabaret de Poussière, on parlera de cet endroit dans 100 ans en disant là, il y avait ces artistes-là, de tous ces univers qui travaillaient ensemble. Voilà, c'est fou. Moi, j'y suis allé pour lire des poèmes, et j'étais avec des artistes incroyables, quoi. Donc, tout ça pour dire que j'étais à l'avant-première de ce spectacle, et il y avait vraiment cette communauté artistes, penseurs, écrivains, écrivaines, drag queens, acteurs de théâtre, de cinéma,
sur de la musique et c'était super agréable de se dire qu'ok, en fait on travaille ensemble à la même chose quelque part. Voilà, il y a la même lumière, la même force de jaillissement et la même volonté politique aussi. Et donc c'était très très agréable à l'aube d'un potentiel fascisme de pouvoir vivre ce moment-là en se disant ok, c'est bon, on n'est pas tout seul, chacun dans son coin, mais voilà, il y a des équipes, quoi. Ça, c'est ce que j'aime aussi. Je te parlais de la Villa Noailles tout à l'heure, et j'imagine que c'est des choses que tu traverses aussi dans le festival, mais les moments de réunion entre personnes de la création, et surtout quand on est réunis pour créer ensemble, il y a toujours des trucs fous qui se passent. Enfin, moi, je suis très tout seul dans mon coin, mais il y a les moments où je suis sur un spectacle ou un opéra ou une performance et où je suis en intensité de création en communion avec d'autres personnes, j'ai vraiment l'impression de faire de la magie. Ouais, c'est assez fou comment ça peut fuser. Ouais. Alors maintenant, j'ai ma réponse. Donc Simon est bien un artiste et créateur avant d'être romancier et poète. Ouais, bah oui, de fait. J'ai envie de te dire, oui. Ouais. Et la photographie, alors, Félicie a mis les pieds dedans. La photographie, pardon. Mais oui. Les pieds dans la photographie, pardon. Tu prépares une exposition. Ouais, alors à Marseille. Il va falloir que je commence à la préparer. Ouais. D'accord, ok. Tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, alors en fait, pour en parler très concrètement, voilà, je suis amoureux d'une jeune femme qui s'appelle Salomé depuis 3 ans, qui est entrée dans ma vie de manière très fracassante au moment où plein de choses bougeaient en même temps. Et je fais des images d'elle depuis le début et d'autres choses, mais toute la période où on s'est rencontrés, qui a donné aussi l'écriture du dialogue, qui est un texte, qui est un dialogue métaphysique, en fait, c'est toute une période. C'est le dialogue entre le guépard et le serpent. C'est ça, entre la panthère et le serpent, la effectivement. Panthère, pardon. Ouais. Oui, le jaguar, la panthère, enfin voilà, l'archétype du félin. Et donc le serpent, ouais. Et c'est toute une période qui arrivait juste après le décès de mon grand frère, où j'ai vécu des trucs super bizarres, où vraiment et dans les rêves et dans le quotidien, j'ai vraiment vécu avec des présences, alors qui étaient soit, je sais pas, on pourrait l'expliquer de manière très rationnelle, des biais psychologiques qui se mettent en place pour survivre à la perte et vivre le deuil, ou si on est un peu moins rationnel, des expériences chamaniques tout simplement, quoi. En tout cas de dialogue avec les espaces invisibles, et tout ça est très lié avec ma rencontre avec Salomé. J'ai beaucoup d'images de cette période-là qui traduisent aussi ces espaces-là, et la nécessité de l'amour pour pas se perdre quand on est en train de se faire avaler par l'univers, qui est une force de prédation aussi, hein. Il y a un truc comme ça où on peut vite perdre pied, on peut vite déconnecter et se faire manger psychiquement. Si on prend pas en charge les traumas, si on prend pas en charge la difficulté des événements qu'on traverse et qui révèlent des mémoires traumatiques, si on prend pas charge, voilà. Et puis ça peut être aussi transgénérationnel, hein. À partir du moment où il y a ces portes-là qui s'ouvrent, ça peut purger plein de choses, quoi. Mais c'est très violent. Et donc il y a un peu tout ça qui s'imbrique. C'est-à-dire que c'est un peu un pendant photographique du dialogue, dans le sens où comment les énergies de l'amour aident à ne pas vaciller dans les moments où tout bascule, et où il faut basculer avec, mais faut essayer de basculer droit, quoi. Donc il y a un peu tout ça, d'une part, et puis il y a aussi la volonté de montrer le pendant photographique des poèmes, parce que j'ai beaucoup de poésie qui parle de ce dont je viens vous parler. Donc il y a ces idées-là. Après, c'est pas très clair parce que j'ai besoin d'accrocher et de tester pour que ça se mette en place. Voilà, je suis pas du tout technicien de la photo. Je fais ça avec les moyens du bord, les 2-3 appareils que je connais, mon téléphone. Donc je suis très petit et très humble, hein, dans ma manière d'approcher ça, mais je sens qu'il y a quelque chose à raconter. Voilà, la frontière
à la frontière de tout ça. Et ça va aussi dépendre de l'espace dans lequel je vais accrocher, que je connais pas, mais j'ai envie de... Je pense que je vais faire comme on fait à chaque fois qu'on fait quelque chose pour la première fois, je vais en mettre partout, et puis ce sera trop. Et puis, et puis petit à petit, je vais affiner, on verra bien. Mais en tout cas, ouais, pour l'instant, l'intuition que j'ai, c'est que ça va se jouer par là. Aussi, comment l'érotisme et l'énergie sexuelle, la charge érotique des corps, de certains corps, parler du pendant spirituel de ça, de pas de l'amener ailleurs que dans un espace de consommation libidinale, mais de comprendre ou de rappeler ou d'essayer de rappeler qu'il y a quelque chose qui, quand on le regarde à cet endroit-là, c'est une forme d'exploitation en fait de cette vitalité, et que si on la laisse vivre dans un autre espace, dans un autre regard, en fait, il y a des choses plus intéressantes et plus nourricières qui se passent, quoi. Donc voilà, c'est un peu les pistes que j'ai pour l'instant. Après, j'ai tout un corpus qu'il faut que j'imprime d'abord. Je suis très angoissé. Il faut trouver les papiers. Faut tester des choses. Enfin, c'est tout un nouveau monde. Mais voilà, je suis très excité, très heureux de m'essayer à tout ça. Donc on peut préciser que Salomé est artiste également. Oui, bien sûr. Oui, Salomé est performeuse. Salomé est dramaturge. Salomé est plein de choses. Il faudrait l'inviter pour qu'elle vous dise avec elle-même plaisir. tout ce qu'elle fait. Mais oui. En tout cas, moi, et j'ai aussi découvert comment, en fait, quelqu'un que l'on regarde est aussi actif que la personne qui la regarde. Quand il y a une autre création là qui est difficile à décrire et à faire valoir. Voilà, de manière patriarcale et traditionnelle, il y a cette idée de muse, mais qui est assez bizarre, quoi. Mais dans le fait d'arriver à saisir ce que propose quelqu'un et c'est des cadeaux qu'on fait, hein, voilà, puis j'attrape et je donne, mais s'il y a pas en face, je fais rien. Et donc c'est aussi, voilà, il y a tout un jeu comme ça de dépossession, hein, parce que ça peut être assez violent pour la personne, même s'il peut y avoir un accord tacite de voir une part de soi ou une traduction de soi être emmenée ailleurs, et puis quelque part aussi, voilà, marchandisé, parce que les livres sont des marchandises, donc faut arriver à être assez délicat, quoi. Alors je viens de joindre les deux mains. Pourquoi ? Quand tu as dit muse. Parce que imagine-toi que ce matin, je pensais à toi et à Salomé. Et je m'étais dit, comme je t'avais proposé de venir avec quelqu'un, je me dis peut-être que Simon va venir avec Salomé. Et j'avais ce mot muse à l'esprit, Ouais. justement, où je me demandais finalement qui dans votre couple est la muse de qui, Ouais. et qu'est-ce que représente une muse finalement. Ouais, pour moi, c'est encore une fois, hein, c'est un archétype dont on a hérité culturellement et avec lequel qui existe, qu'on se débat, qui est assez, je pense, toxique de base dans la manière dont il a été utilisé depuis 150, 200 ans. Et qu'on peut réinventer. En tout cas, c'est vrai que c'est quelque chose à travers lequel on a vécu tous les deux, avec lequel on a joué. Je pense qu'il y avait une vraie volonté de sa part d'exister à cet endroit-là, une forme de fantasme, parce qu'il fallait le vivre pour pouvoir passer à autre chose. Et puis pour moi, de mon côté, moi aussi, hein, il y avait un truc à dépasser à cet endroit-là, et donc à travers l'état passionnel. Et le regard qu'on porte sur l'autre dans cet état de jouer, de travailler avec ces énergies-là, et puis ensuite de voir quel espace s'ouvre derrière, ce qu'on est en train de découvrir, ou de tenter d'avoir le courage de découvrir, parce que c'est quand tout est très puissant quelque part, même si c'est dangereux, c'est facile, parce que c'est là, et ensuite quand il s'agit d'acter les choses, d'aller de l'avant pour qu'elles existent, parce que tout ne se manifeste pas tout le temps de soi-même. Encore heureux, sinon on vivrait pas très vieux, je pense. C'est d'autres temps, quoi. Mais c'est hyper joyeux, hyper intéressant. En tout cas, moi je sais que c'est quelqu'un par sa pensée aussi, parce que
parce que contrairement à moi, elle a une pensée qui est très structurée. Ça me permet d'étayer plein de choses qui sont en moi, qui sont très instinctives, mais pour lesquelles j'ai pas le langage. Et donc elle m'a donné énormément de langage que je tente de lui rendre maintenant, mais c'est autrement plus compliqué. Je pense qu'aussi parce que dans les dynamiques hommes-femmes, et je vois ça dans les couples autour de moi d'artistes, en tant que garçon, c'est très facile de recevoir les choses, mais c'est pas du tout instinctif, intuitif de faire l'effort. Je dis faire l'effort alors que je devrais même pas, mais de proposer à l'autre ce qui nous propose de manière généreuse et évidente et naturelle. Et donc c'est des discussions que j'ai eues juste ce week-end avec d'autres couples d'artistes où voilà, je pense que si nous on arrive à faire ce taf-là, ça peut être bien, quoi. Faudrait qu'on y arrive, mais ça demande vraiment de la vigilance, quoi. Et c'est par encore une fois, hein, c'est parce que l'autre nous le dit qu'on en prend conscience, parce que sinon il y a un truc très égoïste et confortable dans lequel on s'installe super facilement et qui au final, puisque c'est confortable, encore une fois, est assez limité, quoi. Donc moi j'aime bien quand il y a un truc à essayer de faire évoluer pour que ça marche et de grandir à travers ça. Ouais. Est-ce que c'est elle, ta première lectrice, ou est-ce que tu as beaucoup de pudeur par rapport à ça? Non, ma première lectrice, c'est mes éditeurs. Après, effectivement, il y a des moments de lecture. J'essaie de faire attention parce que je veux pas surcharger aussi l'autre de mon univers. Et donc oui, après, évidemment qu'il y a toujours un moment où j'ai besoin de son avis et de son sentiment. Mais je fais attention aussi parce que ça reste du travail et j'ai voilà, dans ma relation précédente, j'ai trop mélangé la création, l'amour, etc. Donc en plus, bon, comme on est dans des vies où on n'est pas en horaire de bureau, quoi. Ça fait des histoires, on passe beaucoup de temps ensemble et donc ça peut être très vite saturé de plein de choses. Et donc là, j'ai un peu des vigilances là-dessus de pas écraser ou de pas imposer un univers qui me serait propre et de plutôt chercher des endroits où il y a des connexions et on peut essayer d'inventer quelque chose ensemble. Après c'est assez compliqué parce que moi je suis très à l'intérieur de moi, quoi. J'ai des vagues de choses qui arrivent sans cesse et donc Et tu es très prolifique aussi. Oui, et voilà. Et ce qui fait que ça me laisse parfois assez peu de temps pour développer ailleurs, quoi, que la voix intérieure que j'ai et qui prend la place parfois, ouais. Est-ce que pour ton exposition, tu imagines associer d'autres arts, des arts vivants, la musique? Oui, carrément. Je l'ai pas encore fait, mais j'aimerais bien demander justement à Salomé d'intervenir par une performance. Faudrait qu'on en discute, voilà. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup, qui ferait sens. Donc Salomé, si tu nous entends. Oui, voilà. Oui, musicien aussi. Oui, je pense qu'il y a des choses qui vont tourner au ça. Je pense que je vais lire. J'aimerais inviter d'autres personnes à lire leurs textes aussi. C'est ça qui est chouette avec l'exposition. L'espace d'exposition, c'est que c'est un prétexte à la réunion aussi, quoi. Et donc j'aimerais bien que ce soit animé de tout ça, quoi. Ouais. Non, je pense que le livre c'est déjà assez solitaire. Si en plus quand je fais quelque chose ancré dans un espace, si j'y reste tout seul, c'est un peu dommage pour moi, quoi. C'est pas trop ton genre. Non, c'est ça. Ouais, c'est vrai que je vis aussi du travail en collectif et de la connexion, mais toujours avec cette idée que c'est des singularités puissantes qui se rencontrent, quoi. Tous les artistes avec lesquels je travaille, que ce soit Contrefaçon, Jardin, etc. Il y avait Camille Rousseau, c'est chaque fois des personnes avec des univers, des identités qui sont hyper marquées et je me dis ok, un peu un truc de Power Rangers, quoi. On va monter une équipe et on va faire un coup ensemble et on va unir nos pouvoirs pour faire un truc un peu délirant parce que faut
pas trop se prendre au sérieux non plus. Faut prendre au sérieux ce qu'on fait, mais soi-même, non, pas du tout, quoi. Généralement, c'est aussi des gens qui savent travailler. C'est important de pas être trop dans d'autres espaces, quoi. Et au moment où il faut s'y mettre et ancrer les choses dans la matière, de savoir consacrer l'énergie qu'il faut pour ça, quoi. Est-ce que tes écrits ont déjà été traduits? Ouais. L'été des charognes, en néerlandais, en italien et en suédois bientôt. Et puis Nino en espagnol. Je crois que c'est tout. Il y a quelques poèmes qui ont été traduits en anglais. Voilà. C'est pas des questions sur lesquelles je me suis pensé. J'aimerais bien qu'il y ait plus de traductions, mais après c'est selon le bon vouloir des traducteurs, quoi. Je suis avec une maison d'édition indépendante, donc il n'y a pas de partenariat avec comme ça peut se faire ailleurs, je crois, avec des maisons ailleurs, mais ce qui fait que quand c'est traduit par quelqu'un qui veut vraiment le traduire, quoi. Ouais, c'est des idées que j'aime bien, quoi. Ça donne des questions qui sont assez drôles souvent, parce que quand je reçois des messages de traducteurs, notamment pour l'été des charognes, qui est un texte sous certains aspects hyper grossiers, très oral et voilà, avec presque carrément scatologique à certains moments, quoi. Et donc j'ai affaire à des questions très techniques sur des passages très évocateurs, pour le dire de manière pudique, et donc c'est assez drôle. On avait traduit ton texte pour Céline. En anglais? En anglais. Ouais. Et bon, effectivement, c'est pas... C'est du boulot. Ouais. Je crois que j'ai dû faire appel à 2 traducteurs, ouais, et une, comment on dit, créatrice. C'est vraiment, c'était... Et alors, au final, donc j'ai fait beaucoup d'essais, j'ai fait plein d'essais, j'ai eu plein de traductions, et à chaque fois j'étais pas content, j'étais pas satisfait de la traduction, et on me disait, mais Boris, qu'est-ce que t'en sais, t'es pas traducteur? Je dis, moi, ce que j'en sais, c'est que je le vis pas de la même manière que quand je le lis en français, et quand je le vivrai de la même manière, je vous dirais, c'est ok. Et finalement, j'ai trouvé une traductrice qui est franco-anglaise, de nationalité, et qui terminait des études en Colombie. Okay. Donc je suis allé la chercher très loin. Et pour un très beau résultat. Pour un magnifique résultat. Oui, pour un magnifique résultat, parce que moi je ne l'ai pas lu en français, je ne l'ai lu qu'en anglais. Et oui, c'était assez impressionnant. Ouais, c'est des enjeux qui me dépassent complètement, mais c'est vrai que c'est sur lesquels moi je réfléchis en tant que lecteur, en tout cas, quoi. Quand je lis des auteurs étrangers, je fais toujours très attention d'où vient la traduction et dans quel contexte elle a été faite. Alors des fois, ça te donne des pièges. Un auteur comme j'aime beaucoup, comme Mishima, c'est assez marrant, parce que il a demandé à l'époque, on ne sait pas pourquoi, que tous ces textes, toutes les traductions françaises soient faites à partir de l'anglais. Ce qui est un peu une infamie de traduire à partir d'une traduction. Et donc tout a été réédité récemment en traduisant à partir du japonais, mais ce qui ne respecte absolument pas la volonté de l'auteur. Donc il y a un peu ce truc où je trouve ça bien comme histoire, quoi. C'est des questions assez infinies. Et, ouais. Alors quelles sont les instructions que toi tu donneras pour l'après? Je sais pas, après je suis plus là, donc les gens vont se démerder sans moi et ce sera très bien, quoi. Non, je sais pas. En tout cas, c'est un peu déprimant si à 31 ans je me pose ces questions-là maintenant. Tout peut arriver demain, mais si ça arrive demain, ce sera une surprise. Donc je laisse venir la surprise. Mais non, je pense pas trop à ça. Hein. Si mettons que je devais disparaître prochainement, je fais confiance en mes éditeurs pour faire ce travail-là, parce que c'est le leur, quoi. Vraiment. Et puis ils le font très bien. Là, je pense que c'est plus sur ce qui serait de l'intimité, des carnets, des messages, etc. Où comme en plus maintenant on a une manière de s'écrire et de se parler. C'est-à-dire que là, je suis en train de lire en ce moment les lettres de Coltès. C'est très beau, parce que, alors même si je pense que ça l'aurait sans doute dérangé à plein de moments de savoir cette vie, parce que vraiment ça raconte juste sa vie par tous ses aspects, à sa mère, à ses amis, à ses frères. Voilà, donner à lire, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'écriture et de la littérature toujours, quoi. Voilà, je suis pas sûr que mes conversations Messenger soient tout aussi intéressantes, je sais même que non, quoi. Donc il y a un peu ce truc-là. J'aimerais pas qu'il y ait du moche qui sorte, quoi. Moi j'ai fait attention à ce que ce qui soit rendu public soit quand même assez ciselé, et donc c'est
la condition, ça serait peut-être celle-là, que ce soit quand même exigeant. Donc on peut citer tes éditeurs qui sont les éditions Alia. Ouais, Gérard Bérébi et Daniel Laurent, avec qui je travaille depuis le début, hein, ceux qui m'ont découvert. Et comme ça se passe bien, et que ça se passe même de mieux en mieux, parce que moi je précise mes questions, ma pensée, mes exigences, et que précise leur écoute, et qu'on précise notre travail ensemble, c'est vraiment super, quoi. Puis maintenant on se connaît depuis 8 ans, donc on est copains, et donc c'est très précieux, hein, comme relation éditoriale. Je pense que c'est assez rare, de ce que j'en sais, d'avoir des personnes qui sont à la fois qui vous comprennent et qui en même temps sont disponibles. Moi je peux passer, j'étais encore au bureau tout à l'heure là, et voilà, je suis là, je peux passer une demi-heure avec chacune des personnes du bureau, et puis il y a du temps pour moi pour discuter. En fait, ça c'est vraiment essentiel dans ma relation de travail, et dans mon quotidien d'écrivain, pour pas dire écrivain. Et voilà, je sais qu'ailleurs, alors j'aurais des avaloirs qui seraient sans doute 3 fois ceux que j'ai chez Alia, parce qu'il y a plus de moyens, mais quand je prends mon téléphone et que j'appelle, je suis pas sûr qu'il y ait quelqu'un, quoi. Je sais que ce sera très, très certainement plus compliqué. Donc voilà, c'est très précieux pour moi de travailler avec eux. Puis les livres sont beaux. Ils font un travail de maquette et d'édition que je trouve formidable, tout en se battant pour avoir des prix super accessibles. Voilà, je sors un livre là qui fait 400 000 signes, il sort à 17 €. Dans n'importe quelle autre maison, il sera à 22, 23 €, quoi. Et donc ça, c'est parce qu'ils font en sorte que ce soit possible. Et moi, c'est des choses qui me tiennent à cœur depuis le début aussi, quoi. Est-ce que tu interviens dans le choix du graphisme, des couleurs? Ouais, bien sûr. Ouais, là, la couverture du dernier, du coup, Daniel, qui est l'éditrice avec laquelle je travaille sur les textes, mais qui fait aussi les couvertures, parce que voilà, tout le monde est assez polyvalent chez Alia. Généralement, on fonctionne comme ça, elle me fait une proposition, et je dis ce que j'aime dans la proposition, ce que j'aime moins ou pas, et ce que j'aimerais voir. Et donc, comme ça, en 4-5 essais, on arrive à une forme finale qui nous satisfait tous les 2, tous les 3 avec Gérard, et puis c'est parti, quoi. Mais ouais, ça c'est pareil, c'est super de pouvoir avoir une marge de manœuvre créative dans le choix des couvertures. Mais voilà, demain je veux insérer des pages de noir dans un texte, je veux décaler des mots, tout est possible. À partir du moment où l'idée est là et qu'elle est bonne, c'est vraiment super, quoi. Je n'ai pas les stats de tes ventes, mais j'ai l'impression que ton public est un public assez jeune. En partie, oui. Ouais. Oui. Surtout depuis Nino. Depuis Nino dans la nuit, c'est vrai que là, il y a un truc qui s'est passé de représentation ou de mise en littérature de personnalité, d'identité, où je me rendais pas du tout compte, hein, au moment où je l'écrivais, mais c'était pas le cas avant. Voilà, et donc il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit. En fait, c'est la première fois que je lis un livre avec quelqu'un qui me ressemble dedans. Sont des personnages queer, ou en tout cas décalés d'une hétéronormativité traditionnelle. Donc voilà, il y a un truc comme ça où il y a des espaces de représentation qui sont créés. Je pense parce que moi j'en avais besoin, tout simplement. Donc c'est pour ça que je les ai faits. J'avais pas du tout conscience que ça allait résonner ailleurs comme ça. Et donc oui, effectivement, j'ai une partie de mon lectorat qui est assez jeune. Pas que aussi, hein, j'ai aussi, ça m'arrive assez souvent d'avoir des gens plus avancés en âge et qui viennent me parler des problèmes de leurs enfants, en disant vous avez l'air d'avoir eu les mêmes, vous en êtes sortis, comment vous avez fait? Je dis je sais pas, qui se débrouille, mais peut-être qu'on se croisera un jour. Mais ouais, il y a un truc où il y a un truc un peu d'équipe, hein. Il y en a que je croise que je connais ou pas, mais c'est assez cool. Enfin voilà, il y a moi j'aime bien cette idée-là un peu, vous l'avez compris, un peu genre ouais, contre-culture ou tribu, quoi. C'est où il y a un partage de valeurs qui se fait et qui se comprend parce qu'il y a des espaces ou des œuvres ou des manières de se parler qui font qu'on sait qu'on va pas se faire de mal, c'est déjà beaucoup, quoi. Underground un peu.
Ouais, en tout cas un pied là-dedans, un pied ailleurs. Je sais pas à quel point ça a un sens aujourd'hui parce que tout est très institutionnalisé. Moi, dès le début, je me suis retrouvé, voilà, en même temps, voilà, je fais de la littérature indé, je suis avec une maison d'édition qui identifie à cet endroit-là, et en même temps, est-ce que c'est normal d'être à 25 ans à faire des lectures au Centre Pompidou, quoi. Je pense que c'est des choses qui ont bougé comparé à d'autres époques où vraiment, je sais pas, je pense à quelqu'un comme, je sais pas, John Giorno dans New York des années 60, les premières expositions à la Beat Generation, voilà, rien n'était institutionnalisé, donc ça n'existait que comme ça. J'en sais rien, Joy Division, pareil, quoi, quand je sais qu'ils font un concert à Molenbeek, à Bruxelles, avec William Burroughs qui est là, et qui vole des packs de bière, enfin, c'est... Bon, maintenant, évidemment, si des gens de cette envergure-là sont quelque part, c'est dans un espace qui est prévu pour, parce que ces espaces existent maintenant, et c'est tant mieux, quelque part. Mais en même temps, pour moi, il y a aussi un truc qui est compliqué et parfois problématique dans la domestication des artistes par les institutions, quoi, parce qu'on se retrouve à devoir faire attention à ce dont on parle à certains endroits. On vit pour une partie d'entre nous, peut-être plus nombreuses qu'avant, aussi de ça, et donc du coup, voilà, il y a une portée économique qui fait que tout de suite on agit peut-être un peu différemment que si on pouvait vraiment tout brûler, parce qu'on avait que ça à faire, je sais pas. Voilà, en même temps, oui, d'un autre côté, les contre-cultures existent toujours, et je trouve ça intéressant que il y ait des espaces qui soient dédiés à ça, et qui se créent, qui naissent, qui meurent, et qu'en même temps, il y a un dialogue avec les institutions et une reconnaissance de la valeur de ce qui se crée à ces endroits-là, parce que oui, c'est absolument essentiel. Ouais. Donc, c'est clairement essentiel. D'ailleurs, les contre-cultures sont déjà une garantie d'indépendance culturelle également. Et elles se développent effectivement beaucoup en Europe. Ouais. Dans tous les champs artistiques, beaucoup en radio, en musique. Effectivement, c'est ce que je le vois beaucoup à Marseille, là, en radio, musique. Je pense à des collectifs comme Ola Radio, Lille Radio, Métaphore Collectif, etc. Enfin, je vois passer des artistes de plein de pays, beaucoup européens pour des questions de moyens, mais alors je découvre plein de choses, et il y a il y a des scènes incroyables, quoi. Et puis avec un truc très do it yourself, quoi, dans l'organisation d'événements, dans le donc j'aime bien ce côté-là. C'est pour ça que j'aime beaucoup Marseille, c'est qu'il y a ce truc très autonomiste, libertaire, où en fait on n'a pas trop besoin des autres pour faire les choses. On fait soi-même, et s'il y a besoin, et si l'autre est cool, on se rend compte. Mais c'est un état d'esprit qui me plaît et qui me fait du bien, quoi. J'étais très heureux de vivre à Paris pendant 4 ans, mais il y a un truc qui est plus comment dire, moins méditerranéen, c'est peut-être ça, moi, que j'ai retrouvé là-bas, qui me manquait dans ma vie, quoi, d'évidence de rapport à l'autre, et d'humilité dans les échelles d'action. Paris, c'est super, on peut faire plein de trucs à des échelles phénoménales, mais on perd souvent, je trouve, une densité d'être. Attention, tu t'adresses à une Parisienne. Mais je suis parisien de cœur à moitié aussi, hein, mais il y a, je pense qu'on connaît tous les bons côtés et les défauts de cette ville. C'est pour ça que de temps en temps il faut bouger aussi, ne serait-ce que pour. C'est pour ça qu'on l'aime. Ouais, et puis. Félicie voyage d'un arrondissement à un autre. Attention, ça peut être des très gros voyages. Ça dépasse pas le périph'. Non, ça dépasse pas le périph', je confirme. Je sais que quand je vais dans le 15e, j'ai l'impression d'aller en Bretagne quand je suis là. Mais personne ne va dans le 15e. Enfin, ça peut m'arriver. Mais en tout cas, il y a ce truc-là où j'ai capté que j'avais besoin de sortir pour rentrer, quoi. C'était important. Aussi pour se rappeler que la concentration d'influence et de pouvoir ici est tellement énorme comparé au reste du pays, que c'est important d'agir et de faire des choses ailleurs, de décentraliser un peu, et de nourrir et d'activer d'autres réseaux, et de faire des passes aussi, quoi, de pas créer des déserts, de cultiver des foyers. Il y a un peu cette idée là, quoi. Des passes et des passerelles avec d'autres pays aussi, avec d'autres villes européennes.
Bah oui, ouais, je vais à Bruxelles jeudi, donc ouais, ça, y a partout quoi. Moi, je suis un peu limité par ce que je fais à la francophonie parce que mon champ d'action c'est la langue française et que après, on remarque ça mes clichés, ça m'empêche pas d'aller ailleurs, mais en tout cas. Si je bouge par les livres, c'est vrai que c'est limité à la francophonie pour l'instant, quoi. Mais oui, je pense que c'est important de profiter de cet espace-là, quoi. Ouais. Félicie, non, je t'ai coupé. Oui, non, mais c'était pas grave. On est parti sur autre chose. Je pensais simplement que cette idée de décentralisation permet de passer sous les radars et donc du coup d'être beaucoup plus créatif. Ouais. Parce qu'on est moins attendu, on est moins regardé, et quand on est moins regardé, ben finalement on se libère beaucoup plus. Bien sûr. Ouais, il y a même, écrire ou faire d'autres choses, changer d'identité artistique, c'est des choses que je comprends maintenant ou aussi où ça peut vraiment être intéressant. Je comprends pourquoi c'est intéressant, pourquoi c'est advenu dans le parcours de tellement d'artistes, c'est qu'à un moment donné. Effectivement, on est un peu obstrué par l'attente et les regards, ou en tout cas l'assurance d'un circuit dans lequel les choses vont pouvoir s'insérer. Ce qui est à la fois une grâce, un cadeau énorme, hein, et en même temps qui peut être assez limitant. Et donc oui, clairement. Et puis pour trouver une naïveté, une spontanéité, hein, du plaisir de faire, hein, aussi, tout simplement, quoi. Voilà, le faire juste pour le plaisir du geste, retrouver ce truc-là, ça c'est hyper important. Moi, il y a plein d'endroits où je me retrouve à lire mes textes, où je déconnecte complètement du jeu médiatique institutionnel dans lequel je suis d'habitude, et où vraiment là, voilà, quand je suis sur, je sais pas, dans un bar libertin sur l'île du Levant et que je suis en train de lire mes textes et que ça va lancer leur petite affaire des couples après, je suis hyper content parce que c'est super drôle et que moi c'est hyper vivifiant, quoi. Ça, ou que je sais pas. Ça change du palais de Tokyo. Ça change du palais de Tokyo, il peut se passer des très belles choses, mais effectivement, quoi. Ouais. Et puis ça, des fois c'est d'autres espaces, hein. Des fois c'est la rue, des fois c'est des prisons, des fois l'idée c'est que ça bouge. Voilà. J'ai rien contre les institutions du tout, je les aime. Il y en a que j'aime, y compris le palais de Tokyo, j'ai des vrais complices. Mais voilà, c'est vraiment un jeu d'équilibre. Faut amener ailleurs aussi, quoi. Faut donner d'autres choses. Et je pense que c'est vraiment aussi le boulot qu'on a à faire, quoi. On sent beaucoup de générosité, hein, dans tes mots. C'est aussi par égoïsme, hein, parce qu'en donnant je reçois, hein. C'est vraiment, je suis pas dans je fais pas partie des gens qui sont dans le sacrifice d'eux-mêmes. Je sais très bien m'arrêter quand c'est pas le moment, et c'est impossible pour moi de donner quelque chose que je suis pas en capacité de donner vraiment. Mais je reçois beaucoup en donnant. Il y a vraiment un jeu de va-et-vient comme ça de circulation, et c'est ça qui m'intéresse, quoi. Et j'ai capté que oui, à partir du moment où j'étais dans cet élan-là, il m'arrivait plein de trucs super. Et donc j'essaie de cultiver ça, d'être dans ce mouvement, ouais. Simon, merci beaucoup pour cette soirée. Merci à vous. Félicie, un dernier mot. Un dernier mot. Non, je serais, trop dur. Ouais, je serais dans l'incapacité. Enfin, juste merci Simon, parce que je suis très fan de ce que tu offres au monde. Je trouve que c'est un très très joli mot, en tout cas pour moi. Merci. Je n'aurais pas dit mieux. Voilà. Merci beaucoup. Merci Simon. Merci Félicie. Merci Boris.